Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur l'épisode 4 d'Ahsoka. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà vu l'épisode. Au début de l'épisode, Ahsoka Tano explique à Sabine Wren qu'un choix devrait être fait entre sauver Ezra et condamner le passage vers Peridea pour empêcher le retour de Thrawn. Ahsoka décrit alors le Chiss comme l'héritier de l'Empire, faisant écho au roman de l'univers légende qui a introduit le personnage dans le premier tome de la trilogie de la Croisade Noire du Jedi Fu. Avant de partir s'attaquer à Shinati, Marok et Baylan Skoll, Sabine Wren prépare son équipement et c'est l'occasion de découvrir ses pistolets blasters qui sont des Westar 35, également connus sous le nom de blaster de modèle Mandaltech Jai Galar. Jai Galar est également le nom en Mandoa, la langue des Mandaloriens, pour le Shriek Hawk, un oiseau vivant sur Mandalore et dont le clan Vizsla a repris sa silhouette en chasse pour son emblème. Dans le hangar du Home One, des aliens marchent en arrière-plan. Il y a les classiques Mon Calamari que l'on a déjà vu, mais est aussi présent un Kétirien, une espèce des derniers Jedi, avec le concierge du casino de Canto Bight, Terib Igmusk. Pour venir au secours de ses amis, Hera Syndulla décide d'emmener son fils Jacen à bord du Ghost, un cargo léger V6 sans modifier. Ce vaisseau a participé à de nombreuses batailles importantes de la galaxie. En dehors de ses apparitions évidentes dans Rebels, on le retrouve à la bataille de Scarif dans Rogue One, à la bataille d'Endor dans la série animée Force du Destin, à la bataille de Jakku dans le roman Le Prix de la Victoire, et la bataille d'Exegol dans l'Ascension de Skywalker. Le cockpit du Ghost a été inspiré par le véritable Boeing B-17 Flying Fortress, un bombardier américain utilisé durant la Seconde Guerre mondiale. Le cockpit a cependant été conçu à l'origine pour le Silver Angel, un vaisseau destiné à apparaître dans la 6ème saison de The Clone Wars avant son annulation. L'équipe de Rebels a décidé de réutiliser le cockpit car il aimait son design et estimait à l'époque qu'il n'y avait pas d'autre moyen de le revoir. Cependant, le Silver Angel est finalement apparu lorsque The Clone Wars a été renouvelé pour une 7ème et dernière saison en tant que vaisseau de Trace et Rafa Martez avec un tout nouveau cockpit. D'ailleurs, les plans sur Hera, Jacen et Chopper dans le Ghost durant cette scène reprennent une scène de l'épilogue de Rebels où nous découvrions justement Jacen. On remarquera également un détail très subtil dans le cockpit du Ghost. En effet, Hera a conservé une photo de son amour décédé et père de son enfant Kanan Jarrus. Avoir une photo posée de cette façon dans un cockpit rappelle bien évidemment les pilotes des avions de la Seconde Guerre mondiale qui accrochaient les photos de leur famille, mais le plus intéressant est qu'il semblerait que ce soit Freddie Prinze Jr. qui était choisi pour le modèle du personnage, que ce soit en physique ou en numérique. Prinze Jr. est en fait le doubleur original de Kanan que l'on entend dans Rebels, The Bad Batch et l'Ascension de Skywalker. Mais le Ghost n'est pas le seul vaisseau à partir à la rescousse des protagonistes. En effet, ce sont 5 X-Wing T-65B qui l'accompagnent, dont le capitaine Carson Teva qui commence à être un personnage secondaire récurrent des séries du Mandoverse, après les saisons 2 et 3 de The Mandalorian et le livre de Boba Fett. Teva emploie d'ailleurs une réplique qui vient de Garven Dreis, le leader de l'escadron Red dans Un Nouvel Espoir. Lock S-foils in attack position. Lock S-foils in attack position. Les autres personnages sont originaux mais sont nommés dans les crédits. Nous avons ainsi les lieutenants Bacy, Jensu, Lander et le rhodien Mowat. Lander est interprété par l'acteur Brendan Wayne qui n'est autre qu'une des doubleurs cascades de Din Djarin dans les 2 premières saisons de The Mandalorian. Pour l'anecdote, Brendan Wayne est le petit-fils de John Wayne, un célèbre acteur de western du XXe siècle dont la voix a été utilisée pour le personnage de Garindan N'Zavor dans Un Nouvel Espoir, qui marque en soi son dernier rôle dans un film avant sa mort en 1979. Et ce sont les rôles de Wayne dans des westerns qui ont inspiré le personnage de Han Solo ainsi que la scène de la cantina de l'épisode 4. Dans la forêt de Sithos, alors que Sabine Wren affronte Shinati, Ahsoka Tano doit s'occuper de Marok. Ce dernier finit par être tué, jetant à l'eau beaucoup de théories qui tournaient sur internet quant à son identité, allant d'Ezra Bridger à Galen Marek. Cependant, Marok ne disparaît pas sans nous laisser d'indices sur qui il est. En effet, de la blessure infligée par Ahsoka s'échappe une fumée verte qui rappelle la mort de Savage Opress sur Mandalore par Darth Sidious. Savage avait été amélioré par les Sœurs de la Nuit de Dathomir et c'est cette même magie qui quitte le corps du Zabrak. Sur le même principe, les Sœurs de la Nuit sont capables de faire revivre des corps comme des zombies, voire de contrôler les esprits comme dans The Clone Wars ou Jedi Fallen Order.
Ainsi, Marok pourrait être un ancien inquisiteur bel et bien mort, mais ressuscité et contrôlé par la magie de Morgan Elsbeth. De plus, l'armure de Marok est particulièrement abîmée et rouillée. La semaine dernière, je vous racontais l'histoire d'un chevalier nommé Marok dans les légendes arthuriennes. Pour faire simple, c'est un chevalier qui a été transformé en loup par une femme sous les conseils de la fée Morgane. Le parallèle serait ici toujours conservé avec Morgane qui aurait transformé d'un certain point de vue Marok pour le contrôler. Durant son duel avec Marok, Ahsoka met son sabre laser dans une position au-dessus de la tête, exactement la même qu'employait son ancien maître Jedi Anakin Skywalker avec son duel face au Count Dooku dans l'attaque des clones. Le sabre laser de Baylan Skoll a une forme assez particulière qui pourrait être en lien avec le sabre laser de Dark Vador dans les concept art de Ralph McQuarrie pour Un Nouvel Espoir. De plus, le son de l'allumage de la lame est quasiment similaire entre les deux anciens Jedi. Enfin, selon le créateur de la série Dave Filoni, le fait que le sabre laser de Skoll soit rouge-orange au lieu de la lame rouge traditionnelle des Sith est intentionnel car il a toujours eu l'impression lorsqu'il était enfant que le sabre laser de Dark Vador semblait fluctuer entre les effets visuels et être un peu plus orange, et il souhaitait donc ne pas faire un sabre laser directement orange, mais un sabre bicolore afin que les enfants qui regardent la série ne puissent pas tirer de conclusions rapides sur les véritables allégeances de Baylan Skoll. Dans la sphère de la carte stellaire qui entoure le duel opposant Ahsoka à Baylan apparaissent certaines écritures avec le même alphabet que celui du générique de fin. Dans la vidéo des références des 2 premiers épisodes, j'avais développé comment décrypter ces noms, ce qui nous a permis d'avoir une partie de l'alphabet. En reprenant celui-ci donc, on peut lire le mot occlusion, après 2 autres mots qui sont eux illisibles. L'utilisation du terme occlusion sur une carte stellaire est assez intriguant par rapport à la Haute République. La Haute République est une période se déroulant environ 200 ans avant la menace fantôme, où un groupe d'anarchistes appelé Nihil a pris le contrôle d'une grande partie de la galaxie, grossièrement la bordure extérieure, qui est alors appelée zone d'occlusion. Nous en savons cependant peu à son sujet car la zone d'occlusion sera développée pour la phase 3 de la Haute République, qui commencera tout juste en anglais dans les prochaines semaines. Ahsoka perd finalement le duel à cause notamment d'une brûlure causée par la carte stellaire. Soit cette brûlure restera un simple élément pour le combat, soit elle reviendra plus tard comme le médaillon d'Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue qui est imprimé sur la main du Major Arnold Toth. Ainsi Ahsoka pourrait rejoindre l'autre galaxie soit par le monde entre les mondes que je développerai juste après, soit par cette carte gravée en elle. Après qu'Ahsoka soit tombée de la falaise, Baylan tente de convaincre Sabine de le rejoindre dans son voyage vers Peridea. Dans son discours, il dit que Sabine a perdu toute sa famille sur Mandalore à cause de son maître qui n'a pas cru en elle. Your family died on Mandalore because your master didn't trust you. De la famille de Sabine Wren, nous connaissons sa mère Ursa, son père Alrich et son frère Tristan. Baylan fait ici probablement référence à la purge mandalorienne et à la nuit des 1000 larmes de sang qui s'est déroulée après la guerre civile mandalorienne et qui a mené à la destruction de Mandalore comme vu dans le livre de Boba Fett et de Mandalorian. Il semblerait donc, selon Baylan et vu la réaction de Sabine, que toute la famille de la Mandalorienne ait péri durant cet événement. Baylan dit ensuite qu'il compte servir à un bien commun, ce qui pourrait faire penser au 2e tome de la trilogie de romance Throne l'Ascendance qui raconte les exploits du Chiss au sein du gouvernement de son espèce pendant la guerre des clones avant qu'il ne rejoigne l'Empire. Hera et les X-Wing de la Nouvelle République parviennent à atteindre Sithos mais trop tard pour empêcher Morgan Elsbeth de passer en hyperespace. Comme découvert dans les derniers épisodes, ce passage en hyperespace a besoin d'une quantité énorme d'énergie et donc de 7 hyperdrives de super destroyers stellaires. Ainsi, en changeant de dimension, une grande traînée bleue est laissée dans le vide spatial, ce qui n'est pas sans rappeler ce que l'on appelle la manœuvre Holdo, qui consiste à foncer dans un vaisseau en hyperespace afin de le désintégrer comme le fait Amilyn Holdo dans les derniers Jedi. Suite à cet événement, Jacen Syndulla dit qu'il a un mauvais pressentiment, poursuivant la tradition de sa prononciation dans une grande partie des œuvres Star Wars, dont tous les films. I've got a bad feeling. I have a bad feeling about this. I've got a bad feeling about this. Oh, I have a bad feeling about this. I have a very bad feeling about this. I got a
bad feeling about this. I have a bad feeling about this. I have a bad feeling about this. I have a really bad feeling about this. Enfin, la fin de l'épisode est assurément ce qui va apporter le plus de théories. Ahsoka Tano est donc tombée dans le vide après son combat face à Bailen Skoll et se retrouve dans un lieu étrange avec des ponts transparents, un décor spatial et surtout la présence d'Anakin Skywalker, son ancien maître Jedi, sous son apparence de la revanche des Sith. Le lieu dans lequel se trouve Ahsoka est le monde entre les mondes, un plan mystique au sein de la Force qui sert d'ensemble de portes et de chemins existants entre le temps et l'espace, reliant tous les moments du temps entre eux. Le monde entre les mondes est d'abord découvert par Ezra Bridger dans la première saison de Rebels, lorsqu'il visitait l'ancien temple Jedi de Lothal avec Kanan Jarrus, et où il est entré en contact pour la première fois avec le maître Yoda. Tell me, why must you become Jedi? I don't know, I guess because Kanan believes I can. Puis dans la deuxième saison, Ezra et Kanan sont revenus dans le temple accompagnés d'Ahsoka Tano, et Ezra a de nouveau interagi avec le monde entre les mondes, où il a cette fois vu physiquement Yoda qui se trouvait alors sur Dagobah. Special duties? Master Yoda? You're here! Dans la saison 4, ce sont les Lotlou qui guident les rebelles, dont Ezra toujours, à travers cette dimension pour voyager d'un hémisphère de Lothal à un autre. Et enfin, toujours dans cette saison, Ezra décide de retourner dans le temple Jedi de Lothal, où il y découvre une fresque représentant les 3 vecteurs de la force de Mortis, à savoir le père, le fils et la fille. En manipulant cette fresque, Ezra parvient à ouvrir un portail qui le mène directement dans le monde entre les mondes, et où il peut alors interagir avec différents moments de sa vie. Il y voit ainsi la mort de son maître Kanan Jarrus, mais également la mort d'Ahsoka Tano des mains de Dark Vador. Ezra sauva alors la Togruta et fuir le monde entre les mondes, alors attaqué par Dark Sidious via la Force. Ahsoka retourna dans sa temporalité de la saison 2 de Rebels, mais saine et sauve, tandis qu'Ezra rentra dans la sienne. Le monde entre les mondes est donc une dimension que connaît Ahsoka et qui semble être liée à sa propre mort. En effet, Ahsoka est déjà décédée une première fois dans The Clone Wars après qu'elle ait été possédée par le fils sur Mortis. Cependant, elle fut ressuscitée par la fille qui se sacrifia pour Ahsoka. Depuis, un convoi du nom de Morai et aux couleurs de la fille suit Ahsoka partout. Sur Lothal, c'est la fresque de ces divinités qui est représentée, avec donc le père, le fils et la fille, et même Morai. Et c'est donc à ce moment qu'Ezra sauve Ahsoka d'une mort certaine face à Dark Vador sur Malachor. Après avoir échappé à 2 reprises à la mort grâce à la Force et à des pouvoirs très particuliers, il est donc possible qu'Ahsoka ait de nouveau approché la mort dans sa chute sur Sithos. Cela n'expliquerait pas forcément comment elle est entrée dans le monde entre les mondes, mais un autre élément est intriguant. En effet, le portail qui a permis à Ezra d'entrer volontairement dans la dimension sur Lothal était entouré de dessins de Lotlou qui se sont mis à bouger et courir. Nous connaissons très bien les Lotlou pour être des sortes de gardiens de Lothal, et il se pourrait que le même principe s'applique à Sithos. En effet, sur la carte stellaire activée par l'orbe, la galaxie qui accueille le lieu du nom de Perizea est imagée dans un cercle de représentation de Purrgil, exactement comme les Lotlou de Lothal. Il semblerait donc que ce sanctuaire, fondé par la civilisation de la galaxie lointaine selon Morgan Elsbeth, soit lié au monde entre les mondes et aux Purrgil eux-mêmes. Le dernier élément important à aborder est la présence d'Anakin Skywalker. Il se pourrait qu'il s'agisse d'une illusion ou d'une hallucination quelconque, mais la théorie la plus intéressante reste qu'il s'agisse du fantôme de force du réel Anakin. À notre connaissance, Anakin n'a jamais eu de lien avec le monde entre les mondes, en dehors du fait qu'il soit l'élu de la prophétie et qu'il ait mis les pieds sur Mortis, mais sa présence en ce lieu pourrait tout simplement s'expliquer par le fait qu'il est un fantôme de force, et fait donc partie intégrante de la force cosmique. Et il n'apparaîtrait pas avec l'effet bleuté caractéristique de ce pouvoir de la force, car il est dans le monde entre les mondes, un plan mystique au sein de la force, je le rappelle. En tout cas, des réponses seront données pour sûr dans l'épisode prochain qui sera très particulier car diffusé dans 10 salles de cinéma aux États-Unis et 3 à l'international en même temps que sa sortie sur Disney+, soit mardi prochain au soir selon les fuseaux horaires locaux. La première chose que l'on entend dans le monde entre les mondes est la voix d'Anakin qui appelle Ahsoka Snips en VO ou Chippy en VF. Il s'agit du surnom qu'Anakin a donné à Ahsoka au début de leur relation maître-padawan et qui a fini par devenir une marque d'affection. On pourrait d'abord penser que la voix d'Anakin n'est qu'une voix comme de nombreuses qu'entend Ezra lorsqu'il voyage volontairement dans le monde entre les mondes.
yourself to let go of everything you fear to lose. Cependant, comme on l'a vu, Anakin semble être physiquement présent face à Ahsoka. Et la scène se conclut sur le thème musical de Dark Vador, indiquant peut-être un piège dans lequel est en train de tomber l'ancienne Jedi s'il ne s'agit pas du fantôme de force de son maître. Mais qui aurait le pouvoir d'influencer sur le monde entre les mondes ? Et enfin, la pose que prend Anakin lorsqu'Ahsoka se retourne vers lui fait un parallèle inversé avec la dernière scène où les deux personnages se sont vus pour la dernière fois dans The Clone Wars, en dehors de Vador dans Rebels bien évidemment. En complément de cette vidéo, je vous invite à regarder la critique de Tribune et Max Rebo sortie hier sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez également nous rejoindre ce soir en live sur Twitch pour notre critique à 21h. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission La Banane des Étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.